Nous sommes le 14 mars, bienvenue à vous et bienvenue sur Télésud Sport. C'est l'émission bien évidemment qui parle de sport toutes les semaines sur Télésud. Et aujourd'hui je suis accompagné d'Elton Mokolo. Bonsoir Elton, comment ça va? Ça va parfaitement. T'as passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end, beaucoup de sport. Il y a un championnat qui me tient à cœur et qui va revenir la semaine prochaine et j'ai hâte d'en parler. C'est donc l'heure de Télésud Sport. On commence par le dernier match qui a eu lieu hier soir de Ligue 1. Un match entre Marseille et Brest qui a tourné à l'avantage des Marseillais, qui se sont imposés tranquillement 4 buts à 1. C'est un petit événement, Babacar, à savoir que Marseille, au moment d'aborder ce match, Marseille était 5e du championnat. Marseille était donc descendu provisoirement du podium. Donc c'est un match très important, d'autant plus que dimanche prochain, il y a le choc contre Nice. Il fallait impérativement gagner. Qui plus est, face à un adversaire qui t'avait battu au Vélodrome en décembre dernier. Donc belle opération de Marseille avec une équipe largement remaniée parce que la semaine prochaine va être très importante entre le déplacement à Bâle en Conference League et donc la réception de Nice. Mais Marseille a fait son devoir. L'équipe a été remaniée, comme tu l'as dit, Elton, mais remaniée de la bonne manière, j'ai l'impression. On a vu un Amin Harit qui ne joue pas beaucoup depuis le début de la saison, être dans un rôle un peu de créateur, régulateur, et il a fait un excellent match. Exactement, il y avait beaucoup d'inquiétudes chez certains supporters marseillais parce que quand ils voient de la rotation au mois de mars, ils se disent non, on doit prendre des points impérativement et donc il ne faut pas faire tourner. Mais il y a des joueurs qui en ont profité comme Amin Harit qui avait effectivement moins de temps de jeu et là pour le coup, il a largement mis cette titularisation à crédit de son côté en étant buteur et ça c'est très important pour lui. Ça va lui donner de la confiance parce que je pense que pour le sprint final, Amin Harit aura son mot à dire. En titulaire, je ne pense pas. Mais après, il y a besoin aussi d'avoir des jokers qui sont capables d'apporter quelque chose de différent tout au long des rencontres. La semaine dernière, on avait un peu critiqué le système de Sampaoli où on avait l'impression qu'il n'avait pas mis de joueurs de côté. Hier, tous les joueurs étaient à leur poste. Marseille met 4 buts. Est-ce que c'est la solution à trouver, entre guillemets, pour Sampaoli? Et même pour élargir le débat, on est sur une très belle semaine du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a non seulement 2 victoires, mais 2 contenus qui sont vraiment très intéressants. Donc Sampaoli, par rapport à ça, sur le choix de ses équipes, il a été cohérent, il a été pertinent pour le coup. Et on l'a vu contre Bâle, mais aussi hier où franchement c'était une équipe qui avait des qualités qui étaient vraiment bien. On va parler dès à présent de Rennes. Rennes qui se rendait hier au Parc OL. On s'attendait à un match assez serré entre deux équipes qui tournent pas mal, on peut le dire. Et pourtant, l'avantage a été à 100% pour l'Olympique, pour le Stade Rennais. On prend les mêmes et on recommence. Quand on parle du Stade Rennais contre l'Olympique Lyonnais, sur les 2 matchs de Ligue 1, c'est un score cumulé de 8-3 en faveur de Rennes. Donc on voit bien qu'il y a une supériorité nette du Stade Rennais contre l'Olympique Lyonnais et ça s'est matérialisé dès les 20 premières minutes. Franchement, j'étais devant ma télé, Babacar, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Rennes a perdu en milieu de semaine contre Leicester, on aurait pu se dire déplacement à Lyon, ce serait compliqué, il y aurait de la rotation par rapport au match retour justement contre Leicester en Conference League. Il n'en a rien été. Rennes tient à aller sur le podium de Ligue 1 et Rennes l'a montré en étant supérieur du début jusqu'à la fin du match. Bruno Genesio, l'ancien entraîneur lyonnais, aime bien faire des coups à son ancienne équipe. Il a beaucoup été critiqué quand il était à l'Olympique Lyonnais. Depuis qu'il est à Rennes, c'est totalement différent. On a l'impression qu'on a un entraîneur changé grâce à ses joueurs, notamment. C'est l'entraîneur qui a le pourcentage de victoire le plus important de l'ère moderne du Stade Rennais, c'est 53%. Donc ça démontre bien que Bruno Genesio, bon, il y a eu des doutes bien évidemment dès lors qu'il est arrivé parce qu'après Lyon, il est parti en Chine et donc on l'avait un peu perdu de vue. Mais là, on voit vraiment qu'il a à sa main cet effectif-là et que l'effectif le suit, ce qui est le plus important. Et là, on voit une équipe rennaise qui a beaucoup d'ambition sur cette fin de saison. Quand on voit la dynamique des équipes, que ce soit Nice, que ce soit l'Olympique de Marseille, que ce soit Strasbourg et que ce soit Rennes, franchement, Rennes, pour moi, a la meilleure dynamique parce qu'ils retrouvent des joueurs qui sont très importants, qui ont manqué comme Flavien Tay et ils mettent régulièrement beaucoup de buts. On a parlé juste avant de la rencontre qui va se profiler la semaine prochaine entre Nice et Marseille. Il y a Rennes qui est toujours dans la course. Pour vous, laquelle de ces 3 équipes pourra prétendre au podium? En tout cas, la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Alors là, c'est la question qui est vraiment très compliquée. Moi, j'aurais tendance à mettre un statu quo. Parce que je pense que Nice et Marseille
Il reste des équipes voilà, qui ont cette habitude-là, mais en même temps, Rennes, quand tu vois cette dynamique-là, tu te dis attention. Attention du côté du Stade Rennais, mais ça va vraiment être serré. Il y aura peut-être un petit bémol pour le Stade Rennais, le calendrier qui sera très compliqué parce qu'il reste 10 journées. À côté de ça, tu vas jouer contre Strasbourg, tu vas jouer justement contre Nice, tu vas jouer contre l'Olympique de Marseille, tu vas jouer contre Monaco. Peut-être que ce calendrier-là risque de faire en sorte que Rennes passe à côté. Mais est-ce que ce serait infamant? Je ne pense pas parce qu'ils avaient budgété le top 5, ils sont dans les clous. Et est-ce que concrètement, Rennes doit avoir peur de ses concurrents? Non. Non, Rennes n'a pas à avoir peur de ses concurrents parce que quand on voit encore les dynamiques sportives, Rennes est l'équipe qui finit mieux son championnat. Bon, après, il reste 10 journées et ça me paraît encore prématuré de dire ça, mais je dis ça par rapport au fait que quand on voit ce qui se passe depuis le mois de janvier, quand on voit les états de forme, et ben, la dynamique penche en faveur du Stade Rennais. On parle dès à présent du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier face à Bordeaux dans un match assez spécial où les supporters n'étaient vraiment pas contents de leur équipe. Alors on va faire un petit retour sur le match avant de parler de la débâcle parisienne. Le Paris Saint-Germain a fait un match sérieux hier face à Bordeaux. Un match sérieux contre Bordeaux qui est dans le bas de tableau de Ligue 1. Il fallait faire ce boulot-là du côté du PSG après la défaite contre l'OGC Nice. Et donc Paris s'est rassuré sur le plan comptable. Mais c'est vrai que quand on regarde l'atmosphère, l'environnement autour du terrain, c'est vrai que c'était pas la meilleure des ambiances. Parce que voilà, c'était pas un climat délétère, mais c'était pas non plus un climat qui était joyeux. Mais quel enseignement on peut en tirer de ce match? J'ai l'impression que on voit le même Paris Saint-Germain à toutes les rencontres en championnat, c'est-à-dire jouer contre des petites équipes, avoir un petit coup du sort, parce que Mbappé marque toujours le premier but pour délivrer un peu ses coéquipiers. Ensuite, ça gère, mais ça fait pas grand-chose. Ouais, c'est un PSG qui a été ponctuel. C'était une équipe de bas de tableau. Il fallait prendre les points. Le PSG l'a fait. Maintenant, quand tu as décrypté quelque chose sur ce match-là en lui-même, ça me paraît très compliqué. Il faudra attendre les prochains matchs. Là, c'est des équipes qui sont beaucoup plus relevées. Et on en saura plus sur le PSG. De toute façon, pour la première fois depuis que QSI, donc Catastrophe Investissement, est arrivé du côté du PSG, c'est la première fois que le PSG n'a plus que le championnat à jouer. Et donc, on sera très impatient de voir comment ils vont gérer cette fin de championnat. Le championnat paraît acquis, bien évidemment. Il faudra surtout voir l'expression collective, parce qu'on n'a pas oublié qu'en 2019, après l'élimination huitième de finale, la fin de championnat avait été quand même très difficile. On va écouter Mauricio Pochettino qui parle de son équipe après la victoire face à Bordeaux. Partido difícil, bajo unas circunstancias difíciles, y el equipo respondió un rendimiento profesional y un 3-0 que a priori podríamos decir la situación de Burdeos no es la mejor, pero un equipo que viene necesitado y que puede aprovechar esos momentos de dificultad que podíamos tener. Bueno, con tristeza, creo que a nadie le gusta, quien quiere al Paris Saint-Germain, quien ama estos colores y que siente la frustración de una eliminación como hemos tenido, creo que con tristeza. No puedo vivirlo de otra manera. Yo creo que esa es la palabra justa. Me da tristeza tener que vivir una tarde como hemos vivido hoy aquí en Parc des Princes. No, pero bueno, yo creo que todo el mundo hemos sentido. Lo hemos sentido porque a todos nos toca. Entendemos la frustración y la decepción de la gente que igual compartimos también. De la frustration, de la déception des supporters, mais aussi du Paris Saint-Germain. Pour reparler encore une fois du match face à Bordeaux, certains choix m'ont personnellement surpris, notamment pourquoi ne pas avoir fait jouer les jeunes pour les montrer. Tout est une question de timing pour moi, Babacar, à savoir que sur l'entame de match, vu l'ambiance, est-ce que ça aurait été pertinent de mettre les jeunes? En revanche, et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, sur la seconde période, à partir du moment où le score était acquis, tu étais à domicile contre la lanterne rouge du championnat. Il paraissait intéressant de faire rentrer certains jeunes pour les garder dans cette forme de dynamique. Et donc par rapport à ça, Mauricio Pochettino, je pense qu'il est touché par ce qui s'est passé du côté de Madrid. Et donc il a voulu privilégier le statu quo. On va parler dès à présent de cette débâcle malheureusement parisienne du côté de Santiago Bernabéu cette semaine. Le Paris Saint-Germain qui menait 1-0 du côté de Madrid et qui en 12 minutes a laissé passer l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Elton, la question que je veux vous poser, quel est le problème Paris Saint-Germain?
Le PSG a subi la cruauté de la Ligue des Champions parce que c'est quelque chose qui est inaudible en ce moment, mais moi je persiste à le dire. Durant 150 minutes, le PSG a été la meilleure équipe entre les deux, sur la double confrontation. Pour moi, il n'y a aucun doute. Mais c'est la réalité de la Ligue des Champions, à savoir que précisément en 12 minutes, cette idée-là, elle peut partir en fumée parce qu'il faut mettre des buts, il faut passer devant. Le Real a mis à profit ce temps fort qui est court, mais qui a été suffisant pour passer devant, alors que du côté du PSG, on s'est sabordé. Et donc, par rapport à ça, oui, évidemment, par rapport au problème du PSG, il y a des problèmes il y a beaucoup de choses qui sont revenues, cette fragilité mentale, cette idée de se dire que dès lors que le PSG est bousculé, ça devient très compliqué. Le fait de ne pas avoir mis ce deuxième but qui aurait pu sécuriser l'affaire, même à un partout, et attention, à un partout, le PSG a une bonne séquence, et le deuxième but a fait en sorte que ça a été très compliqué. Tu prends le troisième but 10 secondes plus tard. Donc le PSG quitte la compétition, la Ligue des Champions, sans gloire et doit basculer vers la saison prochaine avec beaucoup d'interrogations. Ces interrogations-là, faut qu'on en parle, Elton, parce que les supporters, comme vous l'avez entendu hier, ont beaucoup sifflé Messi, ont beaucoup sifflé Neymar. Est-ce que Messi et Neymar sont responsables de la débâcle du Paris Saint-Germain? Moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il y a une forme de ras-le-bol qui s'explique du côté des supporters du PSG. Et encore une fois, moi, je le dis tout de suite, le public est souverain. Le public est souverain parce que quand on voit le déroulé de la saison, on a connu une phase de poule qui est la moins bonne depuis que le Qatar est arrivé du côté du PSG. Aucune victoire à l'extérieur. Aucune victoire à l'extérieur. Éliminé en huitième de finale. Alors attention, tu es quand même éliminé par le Real Madrid, 13 fois vainqueur de Ligue des Champions, c'est pas honteux. Mais la manière dont tu sors, c'est ce qui porte à débat. Et donc, par rapport à ça, je pense que le Parc des Princes, ou plutôt une partie du Parc des Princes, a voulu sanctionner la politique sportive du PSG. Et quoi de mieux que de sanctionner la politique sportive du PSG en s'attaquant aux deux principaux symboles. Je mets Kylian Mbappé de côté parce que Kylian Mbappé, sur le papier, c'est pas forcément la grande star du PSG. Et deux, il a été irréprochable pour moi. Et donc, en attaquant, en citant Lionel Messi et Neymar, c'est une manière aussi de dire aux dirigeants du PSG, eh ben, vous voyez ce qu'on fait, eh ben, on va sanctionner ceux que vous mettez en avant. Je pense que le tour est fait pour le Paris Saint-Germain. Il reste uniquement le championnat de France pour le Paris Saint-Germain. Il reste 10 journées. Le Paris Saint-Germain a 15 points d'avance sur le second. En sachant que le second et le troisième s'affrontent la semaine prochaine, il est possible que dans 3 journées, le Paris Saint-Germain soit déjà champion de France. D'ailleurs, si on fait une preview, le PSG pourrait être sacré à l'occasion du classique. Exactement, le 16 avril contre l'Olympique de Marseille. On va parler dès à présent de l'autre équipe d'Espagne, la grande équipe d'Espagne, le Barça. Le Barça qui s'était encore une fois imposé 4-0 face à Osasuna. Le Barça va beaucoup mieux, on le dit depuis quelques semaines, mais le Barça, maintenant, même offensivement, ça a passé un cap depuis l'arrivée de Xavi. Semaine qui finit mieux du côté du FC Barcelone. Il y avait eu la croix à domicile contre Galatasaray, mais on voit un Barça qui est vraiment bien offensivement. Xavi en avait parlé il y a 2 semaines contre Bilbao en disant que le Barça, sur le point de vue offensif, a des possibilités qu'il n'avait pas il y a 2 mois. Et quand il parle de ça, il parle de Ferran Torres qui a été buteur, qui a été double buteur, Aubameyang qui a été buteur. Aubameyang a le meilleur départ en Liga depuis Ibrahimovic en 2009. Il faut s'en rendre compte, à savoir qu'on parle d'un joueur, d'un attaquant qui a mis 5 buts en 6 matchs. Donc dès lors que tu as ces joueurs-là qui sont capables de matérialiser cette forme de domination, eh ben, tout va mieux dans le meilleur des mondes pour le FC Barcelone qui, aujourd'hui, et d'ailleurs on en parlait en off, est la seconde meilleure attaque de Liga. On aurait dit ça il y a 3 mois, on aurait rigolé parce que c'était le bout du monde pour voir le Barça marquer simplement un but. Aujourd'hui, le Barça marque régulièrement 3-4 buts. Et ça, c'est vraiment une avancée majeure par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de saison où tu as quand même perdu Lionel Messi et Antoine Griezmann. Antoine Griezmann et Lionel Messi facturaient 82 buts et passes décisives à eux deux. Et donc, il fallait combler ça. Et là, on est en train de résoudre une partie des problèmes. On a beaucoup critiqué, entre guillemets, le prix du transfert de Ferran Torres. Et pourtant, on voit qu'il commence à rentrer dans le moule et à faire du bien côté barcelonais. Oui, parce qu'il y a dans l'idée que Ferran Torres est un joueur en devenir. Et donc, par rapport à ça, ce prix le place comme un joueur qui est référent. Et donc, il a dû cohabiter avec ce transfert. Je n'oublie pas qu'il y a moins d'un mois, il a fini en larmes contre Naples après avoir fait un match qui a été décevant sur le plan de la finition. Il avait quand même marqué sur penalty. Mais là, on retrouve un joueur qui est quand même présenté comme l'une des futures attractions du football espagnol, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, Ferran Torres a terminé meilleur buteur sur l'année civile
du côté de la sélection espagnole. Donc là, on retrouve un joueur qui est quand même pourvu de belles qualités et qui s'est encore distingué en mettant un doublé. On va parler de Manchester United. Parce que je pensais au Barça, et donc Barça-Real, et bien évidemment quand on a cette connivence, on parle de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, face à Tottenham, s'est offert un triplé. Cristiano Ronaldo, toujours présent, et toujours là pour faire briller Manchester United. C'est une petite nouveauté du côté de Manchester United et surtout de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo était quand même contesté, à savoir qu'on a vu un joueur qui, sur le début d'année civile, avait marqué juste contre Brighton, si je ne dis pas de bêtises, et donc il était attendu au tournoi. Il y avait une défaite contre Manchester City où il n'était pas présent, mais à côté de ça, on voulait voir comment Manchester United allait réagir et comment Cristiano Ronaldo allait réagir. Les faits sont têtus, triplé. Et donc on parle vraiment de la qualité d'un joueur qui est extraordinaire, qui a été déterminant, et j'insiste là-dessus parce que le timing des buts est quand même pas anodin, parce qu'on voit à un partout, c'est Cristiano Ronaldo qui fait en sorte que Manchester United repasse devant, et à deux partout au moment aussi que Manchester United, cette fois-ci ça paraît très dur de reprendre de nouveau le score en sa faveur, c'est encore lui qui met un but de la tête qui est vraiment très important. Donc Cristiano Ronaldo se rassure et en même temps rassure Manchester United dans la perspective de la course pour la Ligue des Champions et aussi avant le 8e de finale, très attendu contre l'Atlético de Madrid. On va écouter l'entraîneur de Manchester United qui parle de la performance de Cristiano Ronaldo hier. Well, he made the difference for sure with his 3 goals, but not only because of the 3 goals. I think that was the best performance from him, at least since I arrived, on and off the ball. Today he showed for sure that he's physically capable to do that, but we also have to admit that it has not always been like that in the past couple of weeks and months, and therefore today it was really important that he showed exactly that, and that he's still in a shape, physical shape, that he can perform on that kind of level, and this is exactly what we need for the rest of the season. Liverpool s'est imposé face à Brighton sur le score de 2-0 ce samedi. Liverpool est toujours en course pour titiller Manchester City. Pour moi, c'était un match très important du côté de Liverpool parce que, dans la perspective de la course pour le titre, il fallait gagner ce match. Et 2, il y avait eu un match nul contre Brighton du côté d'Anfield. Donc, par rapport à ça, Liverpool a fait son devoir avant d'attaquer une semaine qui va être importante avec notamment ce déplacement du côté d'Arsenal qui est l'une des équipes en forme. C'est bien simple. Sur les 11 derniers matchs, il y a 3 équipes qui ont pris 28 points. Enfin, plutôt sur les 10 derniers matchs, il y a 3 équipes qui ont pris 25 points, si je ne dis pas de bêtises. Manchester City, bien évidemment, Arsenal et Liverpool. Donc on a 2 équipes qui vont être aux prises et qui sont vraiment dans une bonne dynamique. Et pour revenir sur Liverpool, ça a été un match qui a été bien géré contre Brighton. Après, c'est vrai que Brighton, depuis le début d'année civile, c'est une équipe qui ne tourne pas bien. C'est une victoire sur les 9 derniers matchs en Première Ligue. C'est une équipe qui a encore pris 2 buts. C'est la 5e fois de suite. Mais du côté de Liverpool, on avance, à savoir qu'on ne prend toujours pas de buts. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on arrive à valoriser ses recrues, comme Luis Diaz qui a marqué un but qui a été très important. Après, je ne suis pas sûr qu'il ait fait exprès de marquer ce but de cette manière-là. C'est surtout Sanchez qui a fait en sorte que Luis Diaz met ce but. Mais objectif atteint du côté de Liverpool avant de basculer vers le déplacement Arsenal. De toute façon, là, les 2 prochains déplacements du côté de Liverpool sont simples. Arsenal et Manchester City après la trêve. Exactement, et c'est ce qui va donner un peu de charme à ce championnat très excitant. On parle dès à présent de NBA, on parle des Lakers, on en a déjà parlé souvent sur ce plateau-là. Les Lakers sont pas très bien en ce moment, on peut le dire. Hier, les Lakers ont perdu de 30 points face à Phoenix. Les Lakers sont 9e de la conférence Ouest. Est-ce que ces Lakers-là peuvent arriver en play-off ? Ça fait tâche de perdre contre Phoenix. Bon, c'était un match, c'était le remake des tours de play-off. Et donc, par rapport à ça, ça fait vraiment tâche. Maintenant, quant à la question de savoir s'ils vont aller en play-off, aujourd'hui, ça paraît très dur d'entrer dans le top 8. Parce que les Clippers seront loin, même s'il reste une douzaine de matchs, et donc on va davantage se concentrer sur le play-in, on va davantage se concentrer sur la dynamique de l'équipe. Parce que quand on voit les forces en présence, avec Westbrook qui est très contesté, Davis qui revient de blessure, et LeBron James qui ne peut pas tout faire tout seul. Donc l'objectif, c'est vraiment d'assurer cette place en play-in et d'avoir une bonne dynamique avant d'attaquer justement ce tour de compétition. Est-ce que le recrutement des Lakers dont on parlait, avec Carmelo Anthony, avec Westbrook, avec Bazemore notamment, Malik Monk, est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il a été bon ?
quand on voit les résultats aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, les faits sont têtus. On est loin des premières places du côté des Lakers. On n'oublie pas que cette équipe-là a remporté la NBA il y a 2 ans et maintenant 2 saisons. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un recrutement qualitatif et qui s'exprime, qui se traduit sur le terrain. Il n'en est rien. On voit que c'est plutôt une équipe qui cherche à se qualifier pour les play-in. Et ça, quand on s'appelle les Lakers, quand on est... j'allais dire la franchise la plus importante, j'ai pas envie de me faire tirer. J'ai pas envie de me faire tirer dessus, notamment par les fans des Celtics. Bon, allez, on va quand même le dire. On va quand même le dire. Ça fait quand même désordre. On va parler dès à présent de Formule 1. On se souvient de la saison dernière qui a été palpitante jusqu'à la dernière course, notamment le GP d'Abu Dhabi. La Formule 1 revient la semaine prochaine avec déjà, on le sait, un grand duel entre Hamilton et Max Verstappen. J'ai l'impression que la course d'Abu Dhabi, c'était hier. C'est vrai. Donc, c'est passé vraiment très vite. Il y a eu beaucoup d'essais. D'ailleurs, il y avait les derniers essais avant d'attaquer le championnat du côté de Bahreïn. Donc, on a hâte d'y être pour voir principalement le duel, comment Lewis Hamilton va réagir, parce que pour la première fois depuis 2016, ou plutôt 2014, il a été dépossédé du titre de champion. 2016, pardon, il a été dépossédé du titre de champion du monde. On va voir comment Verstappen va être en mesure d'aller chercher un second titre consécutif, en sachant que cette saison, il y a des nouvelles réglementations qui vont faire en sorte que pour le développement des voitures, ça va être un peu plus compliqué. Il y a un plafond salarial qui va t'imposer des développements moins importants. Donc, on va vraiment optimiser la qualité des pilotes. Et à ce titre-là, Hamilton et Verstappen en sont fortement pourvus. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise? On sait que ces derniers essais ont montré que la Ferrari de Charles Leclerc était plutôt intéressante. Oui, on a envie de voir Ferrari au plus haut niveau parce que c'est une classe forte de la Formule 1 et donc Leclerc, on a envie de le voir concourir pour le titre de champion du monde parce que je n'oublie pas, quand il arrive du côté de Ferrari, l'idée c'est vraiment ça et donc oui, les essais ont montré de bonnes choses mais maintenant il faut le confirmer à l'occasion du championnat du monde parce que moi je fais attention aux essais parce que ça se cache un peu parce que on n'est pas sur les mêmes avançant au niveau de la préparation. Et donc, très impatient de voir ce qui va se passer dès le week-end prochain. Ouais, et ça va être très intéressant de suivre cette saison. Et bien évidemment, on développera à chaque fois, toutes les semaines, qu'il y a un Grand Prix sur ce plateau de Télésud. On parle enfin de judo. On en parle très rarement ici, mais Teddy Riner a repris le chemin de l'entraînement du côté du Brésil. Teddy Riner a décidé de se frotter au meilleur judoka pour sa préparation pour Paris 2024. On va l'écouter directement parler de cette préparation. C'est magnifique de se dire que voilà, on s'entraîne, on commence sa préparation pour Paris. En général, c'est pour des pays totalement différents, mais là c'est Paris, c'est vrai que moi, je suis sans pression parce que d'ici là, la pandémie, elle sera terminée. Donc, ça veut dire qu'il y aura toute la famille, tous les amis dans le stade. Donc, un second poumon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du chemin avant. Il faut s'entraîner, il faut se préparer. Parce que je n'ai pas envie de décevoir, mais j'ai envie aussi de prendre beaucoup de plaisir sur cette dernière compète. Aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule, donc je m'entraîne beaucoup plus à l'étranger. Parce que je vais chercher la concurrence, je vais chercher l'opposition. Et c'est mieux pour moi parce que c'est vrai qu'à un certain moment, quand on a connu toute sa carrière, que l'INSEP, on a envie de changer. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je me déplace dans des pays que j'aime, dans des pays où l'école du judo est forte. Teddy Riner a décidé de bouger pour s'améliorer, se frotter au meilleur. On le sait, c'est le favori de ces Jeux Olympiques en 2024, si pas de blessure, etc. Est-ce qu'il a raison de le faire ? On est sur une situation inédite pour Teddy Riner pour la première fois depuis 2008. Teddy Riner doit aller chercher un titre olympique. Teddy Riner n'est plus le tenant du titre. Olympique. Et donc Teddy Riner est dans une forme de conquête. Et pour moi, c'est très important cette préparation qui est différente de la précédente préparation, à savoir que Teddy Riner était dans la peau du chassé. Et donc par rapport à ça, il devait se cacher. Parce qu'on l'avait vu à l'occasion du documentaire qui avait été sorti sur sa préparation, il avait connu une blessure importante qui avait dû retarder sa préparation. Là, on a vraiment un Teddy Riner qui a 2 ans des JO, ça passe très vite, et vraiment sur une préparation où il va vouloir se challenger parce qu'il a envie de s'attaquer aux écoles différentes de judo. Et donc ça, c'est un bon départ d'aller du côté du Brésil, le Brésil où il a remporté son premier titre de champion du monde pour justement se challenger parce que là, il a envie d'aller sans pression du côté de Paris, bon, même s'il sera à la maison, même s'il aura à cœur de bien finir les Olympiades, parce qu'après
après, normalement, il devrait prendre sa retraite. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir se challenger contre plusieurs judo différents. Il aurait aimé gagner du côté du Japon parce que le Japon, encore plus sur sa discipline, voilà, c'est le pays du judo. Voilà, c'est la compétition reine. Ça n'a pas été possible. Mais ça ne sera pas un lot de consolation de gagner du côté de Paris. Et donc, moi, je suis très intéressé sur la manière dont Teddy Riner va optimiser sa préparation parce qu'on avait vraiment vu qu'il avait souffert de la pandémie. Ça avait retardé, ça avait allongé la préparation. Mais en même temps, ça t'apporte plus de doutes. Et là, le fait d'être devant le public, devant la famille, ça peut... Teddy Riner marche. Il a un carburant, voilà, c'est cette motivation. C'est un showman. Et donc, il a besoin de s'imprégner du public. Merci Elton pour toutes ces analyses durant cette émission. C'est la fin de cette édition de Télé Sud Sport. Passez une excellente journée. Un petit message pour Sandy, un très bon anniversaire à toi. D'ici là, portez-vous bien et puis on se dit à très bientôt.